Dans une ville d'Afrique de l'Ouest baignée de lumière et de contradictions, vivait un homme dont la générosité avait laissé des empreintes invisibles mais profondes. Taj Malik, entrepreneur respecté et discret bienfaiteur, ne cherchait ni les projecteurs, ni les honneurs. Il offrait des bourses, finançait des soins, reconstruisait des écoles. Pour lui, aider était un devoir silencieux. À ses côtés, Nadira, son épouse, partageait sa vie sans vraiment connaître tous les contours de son engagement. Mais tout bascula le jour où Taj perdit la vie dans un accident brutal. Nadira, brisée par le chagrin, s'attendait à trouver des repères, un testament, un plan. Il n'y avait rien, aucun mot, aucune directive, juste le vide. Alors que les jours passaient, et que l'incertitude s'installait, des inconnus commencèrent à frapper à sa porte. Chacun venait avec une histoire, un souvenir, un geste de Taj qui avait changé leur vie. Peu à peu, Nadira comprit, son mari n'avait pas laissé une fortune. Il avait semé un héritage vivant. Ce récit est celui d'un deuil transformé en quête, d'une femme qui, en voulant comprendre la disparition de l'homme qu'elle aimait, va découvrir le vrai sens du mot hérité. La pluie tombait sans relâche ce matin-là, tapotant doucement les vitres de la maison comme si le ciel lui-même tentait d'avertir Nadira. Elle s'était levée tôt, comme toujours. Dans la cuisine, l'odeur du thé chaud au gingembre et du pain grillé s'élevait, familière, apaisante. Taj était déjà parti. Un rendez-vous urgent, avait-il murmuré en l'embrassant au front. Elle lui avait souri, encore à moitié endormie. À 9h12, le téléphone sonna. Le genre de son qui coupe le souffle. Une vibration étrange dans l'air. Madame Malik? Une voix grave, hésitante. Ici l'hôpital central. Il faut venir immédiatement. C'est, au sujet de votre mari. Le monde de Nadira bascula sans prévenir. Les objets autour d'elle perdirent leur poids. Elle se sentait flotter, sans direction, sans air. Elle s'habilla machinalement, dit à la gouvernante de surveiller les enfants, et quitta la maison comme si ses jambes n'étaient plus les siennes. Le trajet vers l'hôpital lui sembla irréel. Chaque feu rouge était une gifle. Chaque voiture sur la route, une barrière contre l'inévitable. Lorsqu'elle arriva, on la guida dans une pièce froide, impersonnelle, où l'odeur d'antiseptique couvrait à peine la lourdeur du drame. Un médecin l'attendait, la mine sombre. « Je suis désolée, Madame Malik. Votre mari a eu un accident de voiture ce matin. Il est décédé sur le coup. » Elle ne cria pas, ne s'effondra pas. Elle resta simplement debout, immobile, le souffle suspendu, comme si son corps refusait encore de croire ce que son esprit venait d'entendre. Les jours qui suivirent se fondirent en une masse informe. Visage défilant, larmes trop retenues, silence trop bruyant. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, demandaient quand papa allait rentrer. Nadira, elle, traversait le deuil comme une ombre. Mais lorsque le flot des condoléances se tarit, que le bruit du monde reprit son cours, une question la rattrapa. Où était le testament? Elle s'était attendue à ce que Taj, homme ordonné et prévoyant, ait tout planifié, compte, propriété, mot d'adieu. Mais rien, ni dossier, ni notaire, ni instruction, rien d'autre que le vide. Elle retourna dans le bureau de son mari, celui qu'elle avait toujours respecté comme un espace sacré. Elle ouvrit chaque tiroir, feuilleta chaque dossier. Des factures, des contrats d'affaires, quelques carnets. Mais aucun document ne parlait de succession. Aucun indice d'un héritage matériel. Inquiète, elle contacta l'assistant personnel de Taj, espérant qu'il détenait la clé. « Madame, dit-il avec une sincère tristesse. Il ne me confiait que les tâches courantes. Les affaires personnelles, il les gérait seul. Il disait toujours, moins de mains, moins de risques. » Cette réponse glaça Nadira. Comment un homme aussi généreux, aussi engagé, avait-il pu tout laisser dans l'ombre? Avait-il mené une vie parallèle? Dissimulé des choses? Était-elle exclue volontairement de ses plans? La colère monta, doucement, froidement. Mais 3 semaines plus tard, un étrange visiteur changea le cours des choses. Un matin, alors qu'elle sortait prendre l'air, Nadira aperçut un vieil homme assis devant le portail. Il portait un boubou usé, un chapeau poussiéreux, et tenait une canne en bois. Son regard était doux, mais profond. « Madame Malik, je vous présente mes condoléances. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Mais votre mari a sauvé ma vie. » Elle s'arrêta, intriguée. « Il y a plus de 10 ans, j'étais malade. Sans ressources. Il m'a payé un traitement sans jamais me demander mon nom complet. Puis il est revenu. 3 fois. Chaque fois avec plus de provisions, plus de bonté. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit un petit carnet noir de sa poche. Il m'a confié ceci. Il m'a dit, le jour où Nadira viendra au bout de sa peine, elle saura quoi faire de ce carnet. » Elle le prit, stupéfaite. Le carnet était usé, le cuir craquelé. À la première page, une seule phrase. « Si tu veux comprendre ce que j'ai bâti, n'écoute pas les chiffres. Écoute les cœurs. » Nadira sentit son souffle se couper. Son voyage ne faisait que commencer. La nuit tombait sur Lagos. Dans le silence pesant de la maison, Nadira s'était installée seule dans le salon, le carnet noir de Taj posé sur ses genoux.
La lampe à abat-jour diffusait une lumière douce, comme pour ne pas troubler le mystère qu'elle s'apprêtait à explorer. Mon carnet semblait presque vivant, comme s'il respirait. Sur la première page, l'écriture de Taj, penchée et nerveuse. Ce n'est pas un testament. C'est un chemin. S'en suivaient des noms, juste des prénoms, parfois accompagnés d'une adresse approximative. D'autres seulement de brèves mentions. Marchand de tissus, Makoko, femme au foulard rouge, dispensaire de yaba, jeune garçon devenu homme, orphelinat d'Ibadan. Chaque ligne était une énigme. Aucun code bancaire, aucun bien immobilier, aucun indice sur des avoirs. Rien de matériel, juste, des gens, des fragments de vie. Pourquoi leur avait-il confié quelque chose, et pas à elle? Pourquoi leur avait-il laissé des traces, et à elle, rien qu'un carnet? La douleur de l'absence reprit. Mais elle fut rapidement avalée par une sensation plus profonde encore, la curiosité. Dès le lendemain, Nadira décida de remonter le fil. Elle débuta par la première ligne du carnet. Hassan, vendeur de tissus, Makoko. Makoko, quartier flottant posé sur la lagune, était un entrelac de planches, de barques et de ruelles étroites. Un monde à part, vibrant de vie malgré la pauvreté. Elle s'y rendit en voiture, puis à pied, demandant son chemin aux habitants, carnet en main. Un homme la reconnut. « Vous êtes la femme de Taj, non ? Suivez-moi. » Il la conduisit jusqu'à une petite boutique de tissus colorés, blottie entre deux cabanes en bois. Un vieillard au sourire doux l'attendait. « Je m'appelle Hassan. Vous venez de loin, et de près, à la fois. » Elle s'assit. Il servit du thé noir dans une tasse ébréchée, puis reprit. « Votre mari était un homme étrange. Il m'a vu pleurer un jour, au bord de la route. J'avais tout perdu. Mon fils était malade. Taj m'a écouté sans m'interrompre, puis il a payé l'opération. Et il a acheté tous mes tissus. Il est revenu 3 fois. Il m'a relevé sans jamais me demander quoi que ce soit. Il se leva, sortit d'un vieux sac une petite enveloppe. Il m'a laissé ça. Il a dit, si jamais ma femme vient, donne-lui cette clé. Elle en aura besoin. » Nadira prit la clé. Elle était en fer, simple, usée. Rien n'indiquait ce qu'elle ouvrait. Mais elle sut, au fond d'elle, que ce n'était que le début. En rentrant à la maison, elle retrouva le bureau de Taj. Observa de nouveau les murs, le sol. Puis elle aperçut, derrière un rideau discret, une petite trappe incrustée dans le mur. Elle y inséra la clé. Un déclic sec résonna. À l'intérieur, une boîte métallique. Elle l'ouvrit avec précaution. Des carnets, beaucoup de carnets, tous écrits de la main de Taj. Elle en ouvrit un au hasard. Il commençait ainsi, chaque vie sauvée est une pierre. J'essaie de reconstruire quelque chose avec mes mains sales. Elle frissonna. Taj avait écrit ses pensées les plus profondes. Il parlait de sa jeunesse, de sa pauvreté, de l'homme inconnu qui lui avait offert une chance, et de cette promesse qu'il s'était faite, redonnée jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, à la fin d'un carnet, une note. Si tu veux vraiment savoir ce que j'ai bâti, va au dispensaire de Yaba. Par la sœur Raina. Elle saura. 2 jours plus tard, Nadira s'y rendit. Le dispensaire était modeste, mais propre. Des enfants attendaient dans la cour, des mères au visage fatigué s'asseyaient sur des bancs. Une infirmière l'accueillit. Sœur Raina, elle vous attendait. Elle entra dans un bureau simple. Une femme aux cheveux gris l'accueillit avec douceur. Votre mari a sauvé ce dispensaire. Il a tout financé, en secret. Il venait parfois, sans se faire annoncer. Il m'a demandé de ne jamais prononcer son nom. Mais il m'a aussi dit qu'un jour, sa femme viendrait. Elle lui remit un cahier d'enfant. Chaque page, un témoignage. Un enfant guéri, une mère sauvée, un bébé nourri. Nadira sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait rien hérité sur papier. Mais elle héritait d'un monde tissé de bonté. Et elle le comprit alors. Ce carnet n'était pas une fin. C'était une carte. Et elle allait suivre chaque trace. La clé, froide et usée, ne quittait plus le cou de Nadira. Elle l'avait glissée sur une chaîne en argent, comme une relique. Ce simple morceau de métal, remis par un inconnu, était devenu le lien entre le passé et l'invisible. Entre elle et Taj, une porte attendait d'être ouverte. Elle en était certaine. Pendant plusieurs jours, elle chercha. Pas dans les banques ni chez les notaires, mais dans la maison. Là où Taj avait vécu, travaillé, médité. Dans son bureau en bois sombre, elle observait chaque recoin. Elle avait déjà fouillé les tiroirs. Mais ce matin-là, son regard se posa sur une irrégularité à peine visible, dissimulée derrière une tenture, un petit panneau encastré dans le mur. Son cœur accéléra. La clé glissa sans effort dans la serrure. Un clic sec. Le panneau s'ouvrit, révélant une cavité discrète où reposait une boîte métallique grise, lourde, fermée par un simple loquet. Elle la posa sur le bureau, inspira profondément, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une collection de carnets reliés de cuir, tous marqués de la même écriture reconnaissable. Chaque page semblait porter un morceau d'âme. Le premier carnet commençait par une ligne. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à revenir vers toi. Alors je te laisse ma vérité. » Les mots de Taj, posés là avec tant d'honnêteté, brisèrent quelque chose en elle.
Il racontait son enfance, sa vie dans les rues de Kano, les nuits passées à dormir sur des cartons, les repas volés par nécessité. Puis, un jour, un homme, un inconnu, un geste de compassion, payer ses études, l'aider à s'en sortir. Et une promesse qu'il n'a jamais oubliée. Si je survis, je deviendrai le miracle que j'ai reçu. Page après page, Nadira découvrait le journal intime d'un homme en quête de rédemption. Il notait les noms de ceux qui l'avaient aidé. Les montants, les circonstances, les sourires. Des enfants, des veuves, des anciens prisonniers, des élèves sans livres, des villages sans eau. Taj n'avait pas seulement donné de l'argent. Il avait bâti une architecture invisible de bonté. Une fondation silencieuse, hors des institutions. Mais ce n'était pas tout. Sous les carnets, une enveloppe épaisse, scellée. À l'intérieur, un titre de propriété. Nadira reconnut l'adresse. Un terrain à Ketu, isolé, à 3 heures de Lagos. Il y avait été 1 ou 2 fois, disait-il, pour réfléchir. Mais il y avait aussi ce mot griffonné. Là où tout a commencé. Là où tout doit continuer. Elle prit la route dès l'aube du lendemain. Le voyage vers Ketu lui sembla à la fois familier et lointain. En arrivant, elle reconnut le terrain. Mais à la place du champ désert qu'elle imaginait, elle découvrit une grande cour clôturée. Des rires d'enfants s'élevaient dans l'air. Une enseigne discrète accrochée à la grille indiquait « Maison Malik, refuge pour enfants ». Nadira resta figée. Un jeune gardien l'accueillit. « Vous êtes Madame Malik ? On vous attendait ». À l'intérieur, elle découvrit un petit monde de lumière. Des dortoirs bien tenus, des fresques murales peintes à la main, une salle de classe, une cuisine où mijotait du riz. Une trentaine d'enfants, âgés de 4 à 14 ans, vivaient là. Une femme s'approcha, souriante, les yeux pleins de bienveillance. « Je suis Fatou. Taj m'a engagée il y a 5 ans. Il venait chaque mois. Il ne voulait jamais que son nom apparaisse. Il disait, l'amour vrai ne cherche pas à être vu. » Elle remit à Nadira une lettre scellée, écrite de la main de Taj. Esperluette GT. J'ai acheté ce terrain avec mes premiers revenus. Ici, j'ai compris que bâtir un empire n'avait de sens que s'il servait ceux qui n'en auront jamais. Ce refuge est mon vrai testament. Si tu veux savoir ce que je lègue au monde, c'est ici. Assise sous un manguier, Nadira regardait les enfants jouer. Certains l'appelaient déjà Tata. Elle sentit une émotion difficile à nommer. Ce n'était ni peine, ni joie. C'était une transmission. Taj n'avait rien laissé à distribuer. Il avait offert un monde à continuer. Et maintenant, c'était à elle d'en écrire la suite. De retour à Lagos, Nadira portait en elle un feu nouveau. Le refuge de Ketu avait bouleversé quelque chose de profond. Taj, l'homme qu'elle pleurait depuis des semaines, était en train de renaître dans son esprit, mais sous un jour inattendu. Un homme de secret, de douleur muette, d'ombre qu'il n'avait jamais osé nommer. Mais une question l'obsédait. Pourquoi ne lui avait-il rien dit ? Pourquoi, elle, son épouse, n'avait-elle été que spectatrice tardive de son monde intérieur ? Elle décida de chercher la réponse là où tout avait commencé, dans leur maison. Et surtout, dans le grenier, ce lieu qu'elle évitait depuis des années, rempli de boîtes fermées sur leur passé. Elle monta l'escalier de bois grinçant, ouvrit une à une les caisses empilées, entre les albums de famille et les souvenirs de leurs enfants. Ce qu'elle découvrit lui fit l'effet d'une gifle douce, un dossier mince, jauni, scellé d'un élastique fragile. Sur la couverture, correspondance personnelle à ne lire qu'en cas d'absence définitive. Le cœur battant, elle ouvrit. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines, écrites par des inconnus à Taj. Certaines manuscrites, d'autres dactylographiées. Toutes racontaient des histoires de gratitude. Un adolescent devenu médecin grâce à une bourse. Une mère veuve sauvée de l'expulsion. Un ancien détenu reconverti en enseignant. Toutes commençaient de la même façon. Monsieur Taj, vous ne me connaissez peut-être pas, mais... Nadira les lut une à une, des heures durant, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle. Mais à la fin du dossier, une lettre attira son attention. Elle était différente, adressée simplement à Taj, et signée AD. Je t'ai promis de ne jamais révéler ta vérité. Mais un jour, Nadira devra savoir. Pas seulement qui tu es devenu, mais aussi ce que tu fuis. Tu n'as pas sauvé des vies par grandeur. Tu l'as fait pour survivre à ta propre culpabilité. Nadira relut ces lignes à plusieurs reprises. Qui était cette AD ? Et que voulait-elle dire par « ce que tu fuis » ? Ce soir-là, Nadira s'installa sur la terrasse, le carnet de Taj ouvert sur ses genoux. Une brise légère agitait les pages. Elle hésitait depuis plusieurs jours à lire le dernier carnet, le plus mince. Celui qu'elle avait trouvé au fond de la boîte métallique, séparé des autres. Sur sa couverture, un seul mot. Confession, elle l'ouvrit. Nadira, si tu lis ceci, c'est que tu es prête. J'ai voulu te protéger, de moi. De ce que j'ai été. De ce que j'ai fait avant de te connaître. Je ne suis pas l'homme parfait que tu as aimé. J'ai une faute, une que je porte depuis mes 18 ans. Les lignes suivantes racontaient l'impensable. Taj, jeune et affamé, avait frappé un vieillard dans un camp de réfugiés. Une dispute pour une ration de nourriture. Une crise de colère.
Le vieil homme était mort quelques heures plus tard. Taj n'avait jamais été arrêté. Il avait fui, il avait changé de ville, changé de nom, et vécu avec cette faute en silence. Espère lui être jeté. Ce jour-là, je suis mort une première fois. Tout ce que j'ai construit ensuite n'était pas pour effacer, juste pour équilibrer. J'ai sauvé 100 vies, mais celle-là, je ne pourrai jamais la rendre. Nadira referma le carnet, les mains tremblantes. Elle se leva, marcha dans le salon, puis s'arrêta devant un miroir. Son regard croisa le sien. Elle ne voyait plus Taj comme avant. L'homme idéal avait disparu, mais à sa place se tenait un homme profondément humain, avec ses fautes, ses cicatrices, ses tentatives de rédemption. Et elle se rendit compte qu'elle l'aimait encore. Peut-être même davantage. Le lendemain, elle retourna voir Fatou, au refuge. Elle lui parla de la lettre signée Adé. Fatou la regarda longuement, puis dit « Adé, ce ne serait pas Aïssata Diarra ? Une femme du Nord. Il la mentionnait parfois, toujours avec respect. Elle l'a connue avant tout. Avant la richesse, avant la fondation. » Fatou fouilla dans un classeur et trouva un vieux courrier, une adresse à Zaria, dans le nord du pays. La lettre était ancienne, mais la trace était là. Nadira sut ce qu'elle devait faire. Pour comprendre son mari jusqu'au bout, elle devait aller à la rencontre de celle qui connaissait ses ténèbres. Le nord du pays semblait fait d'un autre souffle. L'air y était plus sec, la lumière plus crue, les paysages comme figés dans une éternité ocre. Nadira, pourtant étrangère à ces terres, s'y sentait étrangement à sa place. C'est ici, dans cette chaleur silencieuse, qu'elle allait percer l'un des derniers secrets de Taj. L'adresse indiquée la mena à une petite maison de terre battue, bordée d'un figuier aux feuilles larges. Devant la porte, une chaise vide. Pas de sonnette, juste le vent, et ce silence. Elle frappa doucement. Une femme lui ouvrit. Elle devait approcher la soixantaine. Son visage, creusé mais serein, portait les marques d'un temps vécu sans phare. Ses yeux, sombres et profonds, semblèrent reconnaître Nadira avant même qu'elle ne parle. « Vous êtes Nadira Malik, dit-elle simplement. Nadira acquiesça. « Entrez, je vous attendais. » Aïssata Diarra. C'était donc elle, celle qui, dans une lettre sans signature claire, avait écrit « Tu n'as pas seulement sauvé des vies, Taj. Tu as fui la tienne. » Dans le petit salon éclairé par une lampe à pétrole, les murs étaient nus. Un tapis usé recouvrait le sol. Pas de photos, pas de portraits. Rien, sauf une pile de livres en équilibre. Aïssata servit une infusion, puis s'assit face à elle. Ni hâte, ni gêne. Seulement une attente naturelle, comme si cette rencontre était écrite depuis longtemps. « Il ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Nadira, d'une voix posée. Aïssata hocha lentement la tête. « J'ai connu Taj bien avant qu'il ne devienne Taj. Il n'avait pas encore changé son nom. Il était jeune, désespéré, en colère contre le monde. Nous étions dans le même camp de réfugiés après les émeutes de Kaduna. C'était un endroit dur, un endroit qui détruit des âmes. » Elle marqua une pause. Ses yeux fixaient un souvenir lointain. Un jour, il y a eu une dispute. Un vieil homme avait volé une ration de riz. Taj a réagi avec violence. Trop de violence. Le vieil homme est mort peu après. Nadira sentit son ventre se nouer, bien qu'elle ait déjà lu cette version dans le carnet de son mari. L'entendre, c'était autre chose. C'était réel. Il est parti dans la nuit. Il n'a jamais pu se pardonner. Mais il a décidé de faire de cette faute une mission. Il a choisi de réparer. Encore et encore. Aïssata se pencha, plus proche. Ce que vous devez comprendre, Nadira, c'est qu'il ne vous a pas exclu. Il vous a épargné. Il vous aimait d'un amour si profond qu'il préférait que vous ne connaissiez jamais cette version de lui. Les mots frappèrent fort. Nadira sentit une larme monter, puis redescendre. Une paix étrange descendait en elle. Il vous écrivait parfois ? demanda-t-elle. Aïssata sourit doucement. Non, mais il m'appelait une fois par an. Toujours le même jour. Il me disait, je n'ai pas encore fini de payer ma dette. Et je répondais, alors vis. Et continue. Avant de partir, Aïssata lui remit une boîte en bois. Petite, sans serrure. À l'intérieur, une lettre et un objet. La lettre disait simplement, Aïssata, si Nadira trouve son chemin jusqu'à toi, c'est qu'elle est prête à porter ce que j'ai commencé. Ne la retiens pas. Dis-lui qu'il ne faut pas qu'elle cherche à me justifier, mais à me dépasser. L'objet était un médaillon, en argent brossé, portant l'inscription en Haoussa, Daask, Arabada. Avec la lumière, pour toujours. Nadira le referma, les mains tremblantes. Ce n'était pas un symbole. C'était un flambeau. Sur le chemin du retour, elle sentit une force nouvelle s'éveiller en elle. Jusqu'ici, elle avait suivi les traces de Taj. Mais désormais, elle voulait marcher. Pour elle, pour leurs enfants, pour ceux qui n'avaient personne. Elle ne voulait plus simplement raconter l'histoire de son mari. Elle voulait en écrire la suite. Et elle savait que le monde ne lui ferait pas de cadeau. Mais elle avait vu assez de lumière pour ne plus craindre l'obscurité. Le pardon, elle le comprenait enfin, n'était pas une absolution. C'était une renaissance. Elle allait porter ce feu, même s'il brûlait parfois. Car elle savait désormais que les plus belles lueurs naissent souvent dans les cendres. Depuis son retour de Zaria,
Nadira ne regardait plus la vie avec les mêmes yeux. Chaque instant, chaque silence, chaque souffle lui paraissait lourd de sens. Le monde qu'avait bâti Taj ne s'arrêtait pas à ses dons visibles ou à ses actions charitables, il se prolongeait dans les plis discrets de la société, dans des gestes dont personne ne connaissait l'origine. Mais elle sentait aussi que quelque chose restait en suspens, comme une pièce manquante au puzzle. Dans les dernières lignes du carnet le plus intime, Taj avait évoqué un nom. Suleiman, un homme de l'ombre, ni collaborateur officiel, ni proche connu. Juste une mention. Si jamais je ne reviens pas, Nadira devra trouver Suleiman. Il sait. Elle interrogea d'anciens employés, des partenaires, même Suleiman Lawal dans les registres publics. Rien, jusqu'à ce qu'un vieil employé du refuge de Ketou lui dise, d'une voix lente. Suleiman, il venait parfois à Abuja, dans l'ancien entrepôt de stockage. Un homme discret. On disait qu'il gérait les projets de tâches dont personne ne parlait. Sans attendre, Nadira se rendit à Abuja. L'entrepôt était loin du centre-ville. Isolé, oublié, une structure de béton entourée de mauvaises herbes, à moitié dissimulée derrière des containers rouillés. Mais dès qu'elle descendit de voiture, elle vit une silhouette. Un homme d'âge mûr, grand, le dos droit malgré les années. Il portait une tunique beige poussiéreuse, et tenait un cahier entre ses mains. Quand leurs regards se croisèrent, il ne dit rien. Il se contenta d'un hochement de tête respectueux. « Vous êtes Suleiman Lawal ?» demanda Nadira. Il sourit doucement, sans étonnement. « Et vous êtes celle qu'il m'a demandé d'attendre. » À l'intérieur de l'entrepôt, Nadira découvrit un monde inattendu. Des cartons étiquetés, des cartes accrochées au mur, des plans logistiques, des fiches d'intervention. Tout était classé avec une précision maniaque. Hôpitaux partenaires, villages soutenus, centre de soins mobiles, dossier de scolarité. Taj avait mis en place, avec Suleiman, un réseau humanitaire clandestin. Volontairement invisible. Un système souterrain pour atteindre ceux que les ONG oubliaient. Les nomades, les enfants sans papier, les femmes cachées. Suleiman l'observait avec calme. Il m'avait prévenu qu'un jour, peut-être, vous viendriez. Que vous seriez la seule à pouvoir décider si tout cela devait continuer. Il lui tendit un dossier épais. À l'intérieur, un projet titanesque. Des statuts déjà rédigés, enregistrés dans plusieurs pays africains. Des accords signés mais jamais utilisés. Des budgets, des dons dormants, prêts à être activés. Au centre, un document portait ce titre. Fondation Lumière Malik, transfert de légitimité. Et une note manuscrite de Taj. Si tu lis cela, c'est que j'ai échoué à rester. Mais toi, tu peux réussir à faire naître ce que je n'ai eu que le temps de préparer. À toi de signer, si tu veux. Nadira sentit ses mains trembler. C'était plus qu'un choix, c'était une transmission, un feu qu'on lui confiait. Elle demanda un temps de réflexion. Suleiman l'accepta avec respect. Le soir même, dans une chambre d'hôtel modeste, Nadira s'assit seule face au document. Elle relut tout, les chiffres, les objectifs, les enjeux. Puis, elle pensa à tous les visages croisés sur sa route. À Hassan, le vendeur de tissus à Makoko. À Sœur Raina du dispensaire de Yaba. Aux enfants du refuge de Ketou. À Aïssata, et à sa phrase « Ne le justifie pas ». Dépasse-le. Elle comprit que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas une charge. C'était une invitation à continuer. Elle prit un stylo, signa, non pour honorer Taj, mais pour honorer tous ceux qui n'avaient jamais eu droit à une voix. 3 semaines plus tard, le lancement de la Fondation Lumière Malik eut lieu dans un centre communautaire de Lagos. Pas de tapis rouge, ni de caméra. Juste des enseignants, des mères, des orphelins, des soignants. Nadira prit la parole brièvement. Ceci n'est pas une fondation créée pour faire honneur à un défunt. C'est une promesse vivante, une promesse de continuer à éclairer les coins les plus oubliés de notre pays. De notre continent. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Son regard croisa celui d'un jeune garçon qui lui murmura. « C'est toi maintenant, hein ? Qui aide ?» Elle sourit. Oui, c'était elle maintenant. Et elle ne reculerait pas. Diriger une fondation n'était pas un honneur, c'était un combat. Nadira le comprit dès les premières semaines. À peine la Fondation Lumière Malik fut-elle officiellement lancée que les soupçons surgirent. Des médias curieux, des partenaires méfiants, des concurrents silencieusement menaçants. On ne pardonnait pas à une veuve d'oser sortir de l'ombre. On ne comprenait pas qu'elle n'agissait pas pour l'image, ni pour la gloire. Elle avançait, simplement, avec le feu de Taj au creux du ventre. Certains titraient « Veuve du bienfaiteur veut perpétuer son œuvre » ou la détourner. D'où viennent les fonds de cette nouvelle « Fondation Miracle » Nadira ne répondit pas. Elle travailla. La première action fut un centre mobile d'éducation pour les enfants des rues de Lagos. Une camionnette réaménagée en salle de classe roulante, avec des livres, des cahiers, une enseignante et un repas chaud pour chaque élève. Au début, seuls quelques enfants osèrent s'approcher. Méfiants, silencieux. Puis ils vinrent à 2, à 3, à 10. En un mois, ils étaient plus de 50. On apprenait à lire, à compter. Mais surtout, on réapprenait à sourire. Nadira,
elle, montait souvent dans le camion. Elle voulait sentir l'odeur du sol, entendre les histoires, toucher du doigt ce qu'elle finançait. Un matin, un petit garçon s'approcha d'elle, un livre serré contre sa poitrine. « Madame, c'est vous qui avez remplacé le monsieur avec la barbe? Celui qui donnait du riz et des crayons ?» Elle baissa les yeux vers lui, bouleversée. « Oui, c'était mon mari. » Il sourit, puis dit fièrement. « Il m'appelait, le gardien. Maintenant, c'est moi qui donne les cahiers aux autres. » Nadira sentit sa gorge se nouer. Le feu circulait encore, vivant, transmis, mais avec la lumière vient aussi l'ombre. 3 mois après le lancement, une ONG étrangère porta plainte contre la fondation pour absence de transparence financière. Le genre de tentative destinée à saboter dans l'ombre ce qu'on ne pouvait combattre en plein jour. Elle fut convoquée, interrogée. On exigea les documents comptables, les sources de financement, les registres de dons. Heureusement, Taj avait tout consigné. Les carnets laissés derrière lui étaient d'une précision chirurgicale. Et Suleiman, toujours fidèle, avait tout archivé. L'enquête fut classée sans suite. Mais cette épreuve marqua Nadira. Elle comprit que la bonté n'immunisait contre rien. Que le feu pouvait aussi brûler ceux qui le portaient. Certains soirs, seule dans son salon, elle avait envie de tout arrêter. De retrouver l'anonymat. De redevenir simplement Nadira, mère de famille. Mais chaque fois qu'elle faiblissait, elle revoyait les visages. Celui d'Hassan à Makoko. Celui de la sœur Raïna à Yaba. Ceux des enfants du refuge de Ketou. Et cette phrase gravée en elle, le monde n'a pas besoin de héros. Il a besoin d'âmes vivantes. Alors elle se relevait. Le 6e mois, un nouveau projet vit le jour. Un centre d'accueil pour jeunes filles abandonnées. Certaines étaient enceintes. D'autres avaient fui des mariages forcés. D'autres encore portaient sur leur peau les traces d'années de violence. On leur apprenait à lire, à parler pour elles-mêmes, à écrire leur nom avec fierté. On leur offrait un toit, une voix, un avenir. Un soir, en rentrant, Nadira trouva son fils aîné assis au salon. Il tenait dans les mains l'un des carnets de son père. « Maman, j'ai lu ce qu'il a fait. Ce vieil homme, c'était vrai ?» Elle s'assit près de lui, le regard posé sur ses mains. « Oui, il a fait une erreur terrible. Mais il a passé toute sa vie à essayer de réparer. » Son fils baissa la tête. « Et toi, pourquoi tu continues, même si c'est dur ?» Elle sourit, fatiguée mais sincère. « Parce que si j'arrête, tout ce qu'il a construit disparaît. Et parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'accepte pas de porter. » Il hocha la tête, puis dit doucement. « Je veux t'aider, moi aussi je veux être un gardien. » Nadira sentit une chaleur douce grandir en elle. Ce feu qu'elle croyait porter seule brûlait déjà dans les cœurs autour d'elle. Elle comprit alors que l'héritage ne passait pas seulement par les actes, mais par l'exemple. Par ce que l'on incarne, pas seulement ce que l'on dit. Taj avait été le premier flambeau. Elle était devenue la deuxième. Et maintenant, la lumière se propageait. 1 an, 12 mois, 365 jours. C'est le temps qu'il avait fallu à Nadira pour passer de la sidération à la certitude. De la perte à la transmission. D'épouse en deuil à femme debout. Ce matin-là, elle se tenait sur une petite estrade en bois, devant une foule discrète mais vibrante. Enfants, mères, bénévoles, enseignants, anciens bénéficiaires et nouveaux espoirs. Tous rassemblés pour inaugurer un lieu qu'elle avait imaginé à la fois comme un phare et un refuge. Derrière elle, une plaque simple venait d'être dévoilée. Centre communautaire Lumière Malik, là où les oubliés deviennent bâtisseurs. Nadira prit une inspiration. Son discours, elle l'avait écrit la veille, dans le silence de sa chambre, éclairé uniquement par la lueur d'une bougie. Elle le tenait entre les mains, mais décida de parler à cœur ouvert. Il y a 1 an jour pour jour, j'ai perdu mon mari dans un accident brutal. Mais ce n'est pas ce jour-là que j'ai commencé à perdre mes repères. C'est le jour où j'ai compris qu'il était parti sans me laisser de mots. Sans testament, sans explication. Elle marqua une pause. Les visages la regardaient avec une attention profonde, respectueuse. J'ai cru qu'il m'avait oubliée, qu'il m'avait tenue à l'écart de sa vérité. J'étais en colère, j'étais perdue. Puis, elle sourit légèrement. Et puis, une clé, un carnet, une phrase, des visages, des lieux, un monde que je ne connaissais pas, mais qui m'attendait. Et à chaque pas, à chaque rencontre, j'ai découvert que mon mari n'avait pas laissé une fortune. Il avait semé un feu. Un murmure discret parcourut l'assemblée. Ce feu, je l'ai porté. Avec peur parfois, avec douleur souvent, mais aussi avec une fierté nouvelle. Parce que j'ai compris que l'héritage le plus précieux n'est pas dans un coffre. Il est dans les cœurs, dans les vies touchées, dans les enfants relevés. Elle posa son regard sur un petit groupe assis au premier rang. Parmi eux, son fils aîné, droit, concentré, les yeux brillants. Ce centre, aujourd'hui, n'est pas une fin. C'est un commencement, un lieu où les silences seront entendus, où les blessures seront soignées, où l'on croira aux secondes chances. Elle baissa enfin les yeux vers la plaque, puis conclut. Taj Malik n'a pas été un homme parfait. Mais il a choisi de réparer, de transmettre, et d'aimer sans jamais attendre d'applaudissements. Aujourd'hui, je continue son œuvre. Et demain, ce seront d'autres.
car un feu bien transmis ne s'éteint jamais. Le centre ouvrit ses portes ce jour-là. 2 salles de classe, un atelier de couture, une cuisine partagée, une bibliothèque remplie de livres donnés par les écoles partenaires. Les murs étaient peints de fresques colorées, créées par les enfants eux-mêmes. Pas de portrait de Taj. Pas de marbre. Juste une phrase, inscrite au-dessus de l'entrée. Donne, et ne demande rien. Sème, même si tu ne verras pas la récolte. Les jours qui suivirent furent simples mais lumineux. Des rires dans la cour. Des premiers mots écrits par des enfants. Des repas partagés. Des filles qui osaient rêver. Des garçons qui s'asseyaient pour apprendre au lieu de fuir. Un soir, en fermant la grille du centre, Nadira trouva une lettre déposée discrètement dans sa boîte. Une écriture d'enfant, maladroite mais sincère. Espère lui être jeté. Merci madame. Je n'ai plus peur. Mon frère dit que vous êtes une lumière. Moi je dis que vous êtes un arbre. Parce que vous nous donnez de l'ombre et des fruits. Elle resta longtemps à contempler ces mots. Un arbre. Oui, peut-être était-ce cela, au fond. Taj avait été la graine. Elle, le tronc. Et les branches commençaient à pousser. Les mois passèrent. La fondation grandit. Un second centre vit le jour dans le nord du pays. Puis un partenariat fut signé avec une école d'ingénierie pour des bourses. Nadira continuait à voyager, à écouter, à rêver plus grand. Mais jamais elle ne se coupa de l'essentiel. Chaque vendredi, elle revenait à Kétou, s'asseyait dans la cour, lisait aux enfants sous l'arbre central. Parfois, elle racontait l'histoire d'un homme qui avait choisi de réparer, et d'une femme qui avait choisi de continuer. Un enfant lui demanda un jour, « Madame, il est où maintenant ton mari ?» Elle sourit, les yeux levés vers les branches au-dessus d'eux. Il est partout où la lumière naît d'un geste. Il est dans chaque cœur qui ose faire le bien, même dans l'ombre. Ce jour-là, elle comprit que Taj n'était pas mort. Il avait changé de forme. Il était devenu héritage vivant. L'histoire de Taj et Nadira n'est pas simplement celle du deuil et de la reconstruction. C'est l'histoire de ce que l'amour, la résilience et le pardon peuvent accomplir. Un homme parti trop tôt. Une femme blessée mais debout. Et un héritage transmis, non pas en bien, mais en vie transformée. Car le plus grand legs n'est pas celui que l'on dépose dans un coffre, mais celui que l'on dépose dans les cœurs. Et aujourd'hui, ce feu continue de briller à travers des enfants, des rêves, des actes simples. C'est cela, l'héritage vivant. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir ou simplement ému, alors soutenez cette lumière. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits inspirés de réalités africaines. Laissez un j'aime pour aider ces histoires à voyager plus loin. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'un vrai héritage, selon vous? Merci d'avoir écouté, d'avoir ressenti. Et surtout, merci de faire partie de ceux qui transmettent la lumière.